Ésor le Buis. Livre 1, partie 1, 1955. Le passé fut et fait. Chapitre 4. Lorsque ses pieds touchèrent la terre sèche, Ésor tomba à la renverse, se cognant les épaules et le crâne sur le sol sec. Il gardait les yeux ouverts, respirant lentement, mais ne pouvant empêcher son cœur de battre à en faire exploser sa poitrine. Le ciel était violet, constellé de taches rouges et vertes qui explosaient dans l'espace, comme si des forces incommensurables se livraient bataille. Le fait d'avoir une vision si claire de l'univers autour de la planète rendait le lieu présent incroyablement petit et étrangement immense, et le faisait se sentir proche de tous les astres de la galaxie. Ésor était fasciné par le spectacle. Il se redressa et regarda le paysage autour de lui, plat et sec. À l'horizon, parfois, perçait un pic de rocher tel une griffe tendue vers le ciel psychédélique. Se sentant épié, Ésor se releva, cherchant la source de son malaise. Il finit par apercevoir le contour d'une grande silhouette qui avançait vers lui. Dans la lumière rasante, Ésor ne distinguait rien de plus qu'une forme noire. L'humanoïde qui s'approchait le dépassait d'au moins une tête. Il portait une armure noire, et le manche d'une épée apparaissait au-dessus de son épaule droite. Ses longs cheveux argentés flottaient sur son torse. Le visage de l'homme était presque aussi blanc que ses cheveux. Sa face était toute ridée, rendant ses traits bestiaux presque démoniaques. De grands yeux bleus apparaissaient sous ses arcades blafardes, sa bouche souriante pleine de crocs acérés donnait au nécromancien l'air d'un dément. S'arrêtant à une petite dizaine de mètres devant le jeune garçon, l'inconnu leva son bras droit comme pour se présenter. Lui faisant écrire un arc de cercle devant lui, des cristaux verts restaient en suspension là où était passée sa main griffue. Puis, levant sa main gauche vers le ciel, il la fit lentement redescendre vers Ésor qui put observer, flottant entre les doigts blancs et les griffes noires du sorcier, des petites lumières bleues, rouges et vertes qui flottaient et s'enroulaient les unes autour des autres en spirale, leur cycle étant lent et harmonieux. Une âme. Ésor ne sut que répondre devant la voix froide et caverneuse de l'homme ou du monstre. Ton âme. Et voici la mienne. À ces mots, il enfonça son bras droit profondément à l'intérieur de son torse. Il en ressentit ce qui devait être sa propre âme, qu'il tendit vers le jeune garçon. Ésor put observer une multitude de petites lumières violettes, rouges et cuivres qui tournoyaient dans une espèce de chaos organisé. Tantôt calmes, tantôt agitées et excitées, elles se rassemblaient en courant, puis se séparant et se repoussaient les unes les autres. Nous pouvons les lier. Et qu'est-ce qu'il se passera si je refuse ? Ésor posait la question, bien qu'il sût déjà la réponse. Tu mourras. Alors Ésor, sans rien dire, leva à son tour ses deux bras et ouvrit ses paumes face à l'homme, faisant pivoter ses mains très lentement, comme s'il maniait des produits très fragiles. Le nécromancien approcha ses mains du jeune homme. Ésor sentait à son tour les deux âmes flotter et voltiger contre ses paumes. La sienne était tiède, mais celle du nécromancien était affreusement glacée, si bien qu'il sentit tous les poils de son dos se hérisser à son contact. S'il avait clairement la sensation de supporter son âme dans sa main droite, celle du nécromancien voltigeait entre ses doigts comme un animal sauvage. Sens-tu leur puissance? Oui, malgré ton jeune âge, ton âme est incroyablement forte. Je ne t'ai pas choisi par hasard. Ce pouvoir vient de ta mère qui a dépéri car elle était contrainte à ne plus utiliser son don. Sa force vitale a décliné par la faute de ton père. Il est responsable de sa mort. Non, non! Ésor ne voulait pas le croire. Il refusait d'accepter ce qu'il savait être vrai. Il fit un pas en arrière. Ne romps pas le lien. Tu dois savoir, tu dois comprendre d'où te vient ta force. Le nécromance était avancé pour garder le contact. « Quel est votre véritable nom ?» demanda Ésor, se concentrant pour garder le contact avec les deux âmes. Je suis Ésor le Buis,
Seigneur nécromancien, ton père est le fruit d'une de mes lignées. Il est l'un des rares dénués de pouvoir. Il est le résultat d'une aberration que j'ai engendrée par hasard il y a de cela plusieurs décennies. Je ne pensais pas que cette branche survivrait, mais finalement, c'est grâce à elle que je peux enfin revenir. Il est temps que tu réalises, que tu te souviennes qui tu es. Puis le nécromancien attrapa les poignets de Hézor. Cela va être douloureux. Puis, joignant le geste à la parole, le monstre plaqua les 2 mains d'Hézor sur sa poitrine frêle. Hézor se sentit traversé d'une énergie puissante et corruptrice. Il hurla de douleur, incapable de décoller la paume de ses mains de contre son torse. Ses jambes ne le portaient plus, et tandis que son corps était secoué de violents spasmes, le nécromancien le tenait fermement au-dessus du sol. La douleur ne semblait jamais ne devoir cesser. Les yeux écarquillés, le goût du sang dans la bouche, l'univers entier tournoyait dans la tête du jeune humain. Finalement, l'affliction diminua et le nécromancien lâcha Hézor qui s'effondra au sol comme une pauvre loque. Les yeux dans le flou, de la bave mêlée de sang coulait de sa bouche grande ouverte comme celle d'un poisson hors de l'eau. Hézor s'évanouit sous le regard froid et sévère du nécromancien. Un rictus répugnant déformait son visage ravagé par la corruption. Souvenir. Hézor le Buis fut réveillé par les pleurs d'une petite fille qui gravissait la colline, où il se reposait. Il faisait beau et le pommier contre lequel il était assis l'abritait du soleil estival. La fillette vint se réfugier derrière l'arbre quand elle vit qu'il y avait déjà quelqu'un dans sa cachette. Elle tomba à la renverse sous le coup de la surprise. Hézor la regarda comme on dévisage une créature étrange se livrant à une activité inconnue. « Pourquoi pleures-tu, gamine ?» La fillette ne répondit rien. Et Hézor sentit, porté par le vent, l'odeur du feu et les cris des pillards. « Seigneur chevalier, sauvez-moi! Seigneur chevalier, je vous en prie, sauvez-moi » La gamine s'était jetée aux pieds du nécromancien qui la regardait amusé. Puis il se leva pour voir ce qu'il se passait de l'autre côté de la colline. 3 brigands la gravissaient en courant. Hézor sourit et dégaina son épée. Il s'avança hors de l'ombre, la lame frôlant l'herbe. Lorsque les bandits aperçurent le chevalier qui les observait avancer, les cheveux au vent, ils se stoppèrent. Puis comme ils virent la fillette qui restait cachée derrière son protecteur insolite, ils chargèrent le nécromancien. Tout en criant, ils levaient leurs gourdins et leurs glaives. Lorsque le premier humain fut à sa portée, le Buis frappa de son épée, la levant d'un coup pour trancher le braillard qui s'effondra, le buste pratiquement séparé en 2. Le Buis dégagea sa lame noire et sans prendre la peine de contrer les attaques, il frappa au travers, directement sur ses victimes. Les 2 armes ennemies se brisèrent sous l'impact, et Hézor faucha le crâne du plus proche. Avant que le dernier ait pu dire quoi que ce soit, sa tête roulait à son tour vers le bas de la colline. La fillette rampait entre les racines de l'arbre pour observer son mystérieux sauveur. Il avait abaissé son arme, et elle vit, horrifiée, les runes sur la lame qui brillaient tandis que le sang qui l'imprégnait disparaissait, comme bu par les terribles puissances qui occupaient l'épée. Le sorcier tendit son bras, et la terre se fendit sous lui. Un immense destrier mort sortit du sol entre ses jambes. En un éclair, il en saisit les rênes et galopait déjà vers le village en ruine, son épée dressée. Sa cape flottait derrière lui au fur et à mesure que la vitesse l'emportait. Figée, terrifiée, la fillette vit son redoutable sauveur de plus en plus petit entrer dans le village sous les clameurs des brigands, encore en train de piller. Quand il y eut plus de hurlements de terreur et de mort, elle sut que tout était fini. Elle resta là, sa robe de paysanne emportée par le vent avec ses cheveux blonds, tandis qu'elle observait son village tombé en ruine, en proie aux flammes destructrices. Ne voyant pas le terrible chevalier revenir, elle entreprit de descendre la colline en continuant de sangloter. Quand elle pénétra dans son village, une odeur âcre la prit à la gorge, et elle vit que le chevalier avait érigé un immense bûcher sur la place centrale. Il y brûlait les corps des paysans et des brigands. Il n'y avait donc aucun survivant. Le chevalier, tenant les rênes de son affreux destrier, regarda la gamine, et elle se sentit sondée jusqu'au plus profond de son être par ses 2 yeux bleus glacials. Puis, posant brièvement sa main sur son épaule, il s'adressa à elle. « Tu veux quelque chose ?» La petite, terrorisée, ne dit rien. Elle gardait ses grands yeux écarquillés, hypnotisée par le regard vide d'émotion du nécromancien. «
Tu te demandes si je suis là pour te sauver ou pour te tuer comme tout le monde, tes amis, les pillards, tu vois, tout le monde brûle. » En disant cela, il avait posé un genou à terre et penché sa tête vers celle de la fillette. Cette dernière finit par ouvrir la bouche pour murmurer. « Je vais mourir. »« Tu as peur de mourir ? Comment tu t'appelles ? » ?»« Anne. »« Tu as peur de mourir, Anne ?» Elle acquiesça lentement, en silence. Des grosses larmes coulaient le long de ses joues. « J'ai peur d'avoir mal. » Ézor regarda Anne avec le maximum de tendresse dont il était capable de faire preuve, et il fit un effort pour s'exprimer doucement. « Oh, mais ce n'est pas toujours douloureux. Parfois, c'est aussi simple que de s'endormir. Tu vas voir. Et puis, je serai de l'autre côté avec toi. » Il venait juste de finir sa phrase qu'il colla sa main droite sur le torse de la fillette, et elle bascula, les yeux toujours grands ouverts, les joues humides, la bouche légèrement close. Anne était morte avant que son corps n'eût heurté le sol. Le buis saisit le petit cadavre par le bras et était prêt à le jeter dans le brasier, telle une petite poupée de chiffon et de suie. Puis, relâchant son étreinte, il posa les yeux sur la petite. Il soupira lentement et contempla ennuyé le bûcher, puis le village qui prenait feu lui aussi. Prenant le petit corps dans ses bras, comme l'on console un enfant triste, son regard se posa sur la colline et le pommier à son sommet. De toutes les personnes qui étaient mortes ce jour-là, seule l'une d'entre elles fut mise en terre.